Bien, alors merci Anna, merci à les organisatrices de ce rencontre, merci à l'ITEM et à Nadia Pozenskaya qui est ici présent. Moi, je parlais du volet des livres de recettes de notre projet. C'est le volet où la matérialité de l'art se rencontre plus spécifiquement avec les mots et ça a des résultats très intéressants que je vais vous expliquer. Les mots de la couleur... Faccio così. Les mots de la couleur ont été véhiculés dans les siècles par des tests des genres les plus divers, des traités arabes de médecine et d'alchimie aux tests grecs et latins de géographie, de botanique, de minéralogie. Ils ont bénéficié de l'activité commerciale et des échanges dans l'Europe médiévale et moderne, quand les artisans itinérants apportaient de Chine, d'Inde et de Méditerranée orientale des techniques et des matériaux pour colorer les verres et les métaux précieux. Tandis qu'à l'ouest, la découverte de l'Amérique enrichissait le marché européen de nouvelles matières premières, de métaux et de pierres précieuses. Le catalogue des espaces culturels dans lesquels les matériaux et les mots de la couleur dans l'Europe de la Renaissance se diffusent et se multiplient comprend, selon l'un des derniers volumes publiés sur le sujet, vous voyez ici A Cultural History of Color in the Renaissance, publié par Bloomsbury en 2021, comprend beaucoup d'espaces différents. Philosophy and Science, Technology and Trade, Power and Identity, Religion and Rituals, Body and Classes, Language and Psychology, Literature and Performing Arts, Art, Architecture and Interiors, Artifacts. Dans les livres de recettes, c'est-à-dire les recueils d'instructions pour des procédures et des préparations qui ont commencé à circuler en latin dans l'Europe du 8e siècle, se retrouve cet ensemble de pratiques, de traditions, de cultures et de mots. Dans leurs aspects sociaux, culturels, matériels et lexicaux, les livres de recettes ont donc une fonction généalogique et, pourrions-nous dire, presque génétique. Ils représentent le moment originel où se fixe et commence à exister la conscience d'une traduction discursive et lexicale consacrée aux couleurs, à la manière de les préparer et de les utiliser dans les domaines les plus divers, de la bijouterie à la céramique, au tissage, à la miniature, à l'architecture et à la peinture. Dans la fixation de la forme syntaxique à faire, c'est le début des recettes. À faire quelque chose, je ne sais pas, l'azur, le vert de gris, le jaunâtre, etc. Le mot et la matière constituent une couple inséparable, qui est précisément à l'origine de la terminologie des couleurs. Pour comprendre et étudier cette terminologie, il faut remonter à ce binôme qui se fixe et se transmet précisément dans les livres des recettes. Ça, c'est leur importance. Ce n'est pas pour rien que Julius von Schlosser, auteur d'une impressionnante histoire de la littérature artistique qui est encore aujourd'hui considéré comme un ouvrage incontournable en la matière, définissait les livres de recettes de techniques artistiques comme la partie la plus originale de ce qu'on peut appeler la littérature artistique du Moyen Âge. L'une des preuves de l'importance de ce moment original et génétique réside dans le fait que, même au cours de la codification des XVIe et XVIIe siècles, les noms des pigments, des colorants, des liants et des différents matériaux qui rentrent dans la préparation et l'application des couleurs sont fixés sous forme de mots et de phrases qui, dans leur composition, conservent la mémoire du processus de travail. Prenons par exemple la liste des noirs donnée dans les vrais préceptes de la peinture de Giovan Battista Armenini.
vous voyez, il y a une liste de noirs. Il s'agit de certains noirs obtenus par carbonisation de matière végétale. Par exemple, vous voyez, carbone di salice, c'est le bois de saule. Les ossa di persica, c'est le noyau de pêche. Et carta bruciata, c'est le papier brûlé. Ou de matières bitumineuses, comme asphalte, momie, noir de terre. Ou encore, ces noirs sont obtenus par condensation de la suie d'une flamme produite à partir de pois grecs, fumo di pece greca, c'est-à-dire d'une résine comparable à de la colophane. Dans cette liste, on remarque la prédominance de l'élocution génitivale. Même les trois désignations, vous voyez carbone di salice, non? C'est bois de saule. Negro di terra, noir de terre. Et même les trois désignations composées d'un seul mot, asphalte, momie, suie, peuvent en effet être comprises comme des spécificateurs de matière, reconstituant l'élocution noir d'asphalte, noir de momie, noir de suie. La préposition de indique dans les deux séries l'origine de la couleur. Il s'agit de dénominations dynamiques dans lesquelles le nom présente le résultat du processus de fabrication et le spécificateur, la matière d'origine. Je pourrais donner de nombreux exemples de cette relation constitutive entre le mot et la matière dans les recettes de couleurs. Je choisirai un cas particulier parmi tous, celui de l'indigo. Le mot en italien, comme en français, en espagnol, en anglais et en allemand, dérive du grec indikos, qui signifie indien venant de l'Inde. Indaco tintoria ou indigofera est le nom donné à cette plante qui pousse principalement en Inde et en Chine et dont on extrait une substance colorante bleu foncé pour les tissus et autres supports. Déjà mentionné par Pline et Vitruve, le mot indigo est attesté en italien comme indaco ou indico depuis 1269. La plante était cependant inconnue en Europe, où elle arrive bien plus tard, au XVIe siècle. Jusqu'alors, l'indigo était importé sous forme de petites briques bleu foncé, presque noires. Cet indigo a un fort pouvoir colorant, mais il est peu couvrant, peu opaque. Excellent pour les tissus, il est à peine mentionné dans les recettes de couleurs à papier, c'est-à-dire des couleurs pour les miniatures. Tandis que les recettes de peinture recommandent de le mélanger à des matières très opaques comme le plomb blanc. Également pour contrefaire le rendu des bleus les plus précieux. C'est ainsi que l'on peut lire, par exemple, la recette 61 du Libro dell'arte de Cennino Cennini, que j'ai oublié. Tu l'avais mise avant. Je l'avais mis avant? Ah, c'est là, ok. Ah ben, oui, c'est là. Allora, vous voyez a contraffare di più colori somiglianti all'azzurro, no? La recette, c'est pour contraffaire des plus couleurs qui ressemblent au bleu, qui imitent le bleu. Et Cennino dit d'utiliser le indaco baccadeo, vous voyez, indaco baccadeo, que c'est l'indigo que vient de Bagdad, de l'Inde spécifiquement. Et là encore, vous voyez, le nom est influencé par la matérialité de la couleur, ici l'origine de la substance tintoriale. Donc, pourquoi
cette spécification redondante, comme si l'on disait indien de l'Inde. Indaco baccadeo, l'indigo qui vient de l'Inde, substantiellement. Parce qu'entre-temps, en Europe, les artistes et les teinturiers s'étaient organisés avec des produits 0 km, c'est-à-dire avec ce que la terre leur fournissait, à moindre coût, en extrayant l'indigo d'autres plantes. L'extraction nécessitait un procédé plus complexe et le résultat avait un pouvoir colorant bien inférieur à celui de l'indigo baccadeo, mais coûtait moins cher. À titre d'exemple, voilà, l'extraction de l'indigo du Gued, c'était là, hein, voilà, du Gued, c'est en français c'est pastel de teinturier ou Gued, en italien guado, et ici c'est la dénomination de Linneo, Isatis tinctoria. Allora, l'extraction de l'indigo du guado ou Gued est la seule recette d'indigo que l'on trouve dans les autographes de Léonard de Vinci, ainsi que dans plusieurs autres livres de recettes en latin et en italien. Voilà quelques exemples. Il est trop difficile pour moi de traduire en français l'ancien italien, mais ces recettes disent, en gros, de mélanger la fleur du Gued, vous voyez fiori di guado, la fleur du Gued, avec des autres ingrédients, tels que amidon, farine, urine, vinaigre, composant une pâte qui doit sécher au soleil. Dès les livres de recettes conservés à Bologne, ici vous voyez Bologna, Biblioteca Universitaria, manuscrit de 1861, nous apprenons d'autres détails sur le processus du Gued. Tout d'abord, la signification du mot fleur. Je me demandais qu'est-ce que c'était ce fleur. Allora, le manuscrit dit qui flos colligitur incaldare a tintorium quanto guatum dequaquator, c'est-à-dire que la fleur qui est recueillie dans le chaudron des teinturiers lorsque le Gued est cuit. Ce n'est pas une fleur alors, mais c'est ce que reste depuis la cuisture, la cuisson, merci. La cuisson de Gued. D'autre part, il y avait de nombreux procédés et même des noms pour décrire les composés. Mais le but était bien d'imiter l'azur. Vous voyez, diversis nominibus nominetur et in diversis partibus conficitur et quasi azzurrum est. Elle est connue sous différents noms et fabriquée en différents endroits. Elle est presque azur. C'était le but des processus. Enfin, nous savons, d'après les livres de recettes, qu'il existait en Italie, vers la fin du XVe siècle, de nombreuses façons d'obtenir de l'azur à partir d'herbes. Le manuscrit bolognais donne des recettes pour extraire l'azur des flores violatos qui nascuntur in campis, probablement des bleuets. Flores azzurrinus qui vocantur oculos pulcini. Peut-être l'herbe Serratula tinctoria que vous voyez ici. Du fiore de peselli salvatice, c'est-à-dire les pois sauvages que vous voyez ici. Des pomelli della cacabassia, c'est-à-dire les fruits de l'églantier des chiens. Et encore, avec une procédure très compliquée, vous la voyez ici, de crottes de chien séchées et diluées avec de l'urine, étalées, laissées à sécher et ensuite repassées avec du jus de grains de leb, c'est-à-dire de l'ellebore. Et la recette se termine avec et ce sera l'azur magnifique, magnifique.
D'autres manuscrits, d'autres manuscrits nous fournissent encore un autre procédé qui permet d'extraire l'indigo du jus de framboise bleu ou de graines du tournesol. Ici, vous le voyez dans ces deux manuscrits. Donc, il y a une dizaine de recettes d'indigo pour obtenir l'azur et contrefaire les matériaux précieux, c'est-à-dire l'azur du lapislazuli ou azzurrite ou l'azurite qui s'extrait en Allemagne. Okay. Mais dans les manuscrits bolognaises, on trouve qu'on parle de l'azur seulement pour l'écriture, c'est-à-dire pour la décoration des manuscrits. Et même ici, la recette est suivie d'une autre qui dit ad multiplicandum azzurrum, qui explique comment allonger l'azur du lapislazuli ou l'azzurrite pour en obtenir davantage. La matière précieuse devait donc être utilisée avec parcimonie, uniquement pour les clients riches et exigeants, et éventuellement diluée pour la faire durer plus longtemps. Le fait que Léonard de Vinci ne transcrit que l'extraction du gued peut signifier que ce procédé était le plus diffus, au moins dans la région toscane où Léonard vivait encore vers 1480, date à laquelle le papier est daté. Je crois que la raison réside dans le fait que tous ces procédés visaient à imiter l'indigo baccadeo, qui à son tour était un substitut de l'azur. Le nom n'a donc pas survécu parce qu'il s'agissait d'un procédé de contrefaçon. La couleur extraite du gued était destinée à simuler une autre couleur plus précieuse. Le mot manque parce qu'on voulait couvrir et dissimuler l'artifice. C'est clair? Ok. Ces données, excusez-moi, mon français est terrible. Ces données posent des problèmes intéressants et nouveaux d'un point de vue lexicographique. Et avec ça, je vais terminer. Dans un dictionnaire des mots de la peinture, je devrais certes enregistrer le mot-clé indigo. Indigo et le définir comme une teinture bleue intense d'origine végétale, c'est-à-dire que je devrais donner une définition générale. Je pourrais ensuite insérer une deuxième entrée, indigo baccadeo, le définissant comme la même teinture, mais spécifiquement extraite de l'indigo tentoria et commercialisée en Europe sous forme de petites briques bleu foncé, comme on a vu déjà. Mais cela ne suffirait pas. Si je m'arrête là, je perds toute la richesse des pratiques et de la tradition culturelle associée à la couleur, et on le doit dire, même une partie du sang, car l'indigo extrait du tournesol n'était pas comme l'indigo extrait du gued ou de l'églantier. Une solution pourrait consister à les matiser, l'églantier, le bleuet, le gued ou la crotte de chien séchée, en les définissant de manière générique comme des végétaux ou des résidus organiques qui, à travers différents procédés, principalement la fermentation, produisent le colorant indigo. Mais j'aurais ainsi des entrées de lemmes qui, d'un point de vue lexicographique, n'ont aucune valeur en termes de transmission du lexique de la couleur, si elles restent découplées de leur usage, c'est-à-dire de la couleur elle-même. Alors, la solution que je propose et dont j'aimerais discuter avec vous est de combiner les définitions traditionnelles avec une série, ce sont ces deux, non, les définitions traditionnelles, avec une série de définitions d'usage.
c'est-à-dire définitions qui rendent compte des processus de production et d'utilisation des matières. Ainsi, pour l'indigo, la définition générale sera suivie de définitions d'usage telles que extrait de la plante de guêde, par exemple, extrait de la plante de tournesol, extrait des fruits de l'églantier, etc. Chacune suivie du contexte approprié, tiré du manuscrit, et par ordre de fréquence. D'abord, les procédés les plus fréquents dans les livres de recettes, vous voyez, j'ai mis comme premier l'extrait de la plante de guêde, et puis les autres. Chacun accompagné au moins d'une date approximative et d'une localisation du manuscrit. Le lemme indigo fournira ainsi des définitions d'usage qui donneront également une idée du champ sémantique, c'est-à-dire des différentes nuances du même couleur, ainsi que de la distribution des différents procédés dans l'Italie médiévale et moderne. La fiche du lemme indigo devra ensuite être mise en relation avec les fiches des lemmes Azur lapislazzuli et Azur d'Allemagne, puisque nous avons vu que l'indigo était utilisé pour contrefaire l'azur obtenu à partir des matériaux les plus précieux. Et la relation entre la fiche indigo et la fiche azur ne peut pas être sémantique, comme dans un dictionnaire traditionnel. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que les deux mots sont, par exemple, synonymes ou l'un l'hyperonyme de l'autre. Ici aussi, comme pour les définitions, la relation doit être une relation d'usage. Et plus précisément, cette flèche veut dire utiliser à la place de. Ce type de relation est fréquent dans les livres de recettes de l'Europe médiévale lorsque les marchés se sont progressivement vidés des matières précieuses. Ainsi, les définitions et les relations d'usage, si elles sont établies sur un corpus de livres de recettes, peuvent alors servir à vérifier ou à formuler des hypothèses sur la localisation et la datation des livres mêmes et sur les techniques les plus utilisées dans certaines régions et à certaines époques. Et elles peuvent étayer ou être étayées par des enquêtes diagnostiques sur les matériaux effectivement utilisés dans les peintures d'une certaine région à une certaine époque. Les relations qui lient les mots et les matériaux dans les livres de recettes sont donc nombreuses et, à mon avis, fondamentales. D'un point de vue lexicographique, parce qu'il représente la première émergence d'un lexique technique de la peinture, le moment original et génétique de ce lexique. Et d'un point de vue historique et artistique, parce qu'ils peuvent servir d'appui ou de vérification aux recherches sur l'histoire de l'art et des matériaux. C'est pourquoi nous avons décidé de présenter un projet PRIN, un projet d'intérêt national, comme l'ANR, presque, consacré à la collecte de livres de recettes en italien entre XVe et XVIe siècle, à la construction d'une base de données et à l'élaboration d'un dictionnaire des origines du langage de la peinture. Merci. Ok, on y revient après. C'est bizarre. Bon, il y a une slide qui a voulu se déplacer, mais moi je vous parle plutôt de ça. Mais on y reviendra tout à l'heure sur l'actualité. Là, on reconstitue un parcours voilà, d'hypothèses, vous avez compris, de recherche en plusieurs directions. Le sujet est tellement
vaste que nous avons. Voilà, nous sommes là pour parler du lexique de la couleur. Donc, voilà, c'était l'occasion vraiment pour présenter cette partie sur les livres de recettes. Et ce que nous avons fait aussi l'année dernière à Rome, à l'école française, lors de 2 journées d'études qui maintenant font l'objet d'une publication, un numéro thématique de la revue Studi di Memofonte, donc un numéro intitulé en traduction Le lexique de la couleur entre Italie et France à l'âge moderne, qui est actuellement sous presse. D'un côté, nous étions particulièrement honorés de cette collaboration avec l'Accademia della Crusca et la Fondation Memofonte, 2 institutions très importantes pour la suite de notre projet sur la terminologie artistique. De l'autre côté, nous avons surtout été enthousiastes et très reconnaissantes envers les participants aux journées d'études, car ils se sont vraiment prêtés à un dialogue pluridisciplinaire, inhabituel, un peu inconfortable sur la terminologie de la couleur. Donc, nous avons pu réunir autour d'un même objet différentes méthodes de recherche, celle de l'analyse linguistique, celle de la recherche d'archives, de la restauration, de l'histoire de l'art et des techniques picturales. Les journées d'études ont également accueilli une table ronde pour présenter un ouvrage, la présentation des volumes techniques de l'art de Baroni et Mender. Puis, à la fin des travaux, nous avons eu le grand plaisir de visiter les fresques de la Villa Farnesina et d'échanger face à l'œuvre dans des conditions de visite très particulières. Nous recherchions un lieu à visiter à l'éclairage naturel, suivant un conseil de Bruno Haas. Et le fait d'être face aux résultats des récentes restaurations sur la Galatée de Raphaël et la découverte très importante du bleu d'Égypte qui a été qui venait d'être découvert comme un usage unique de la part de Raphaël et très insolite. Ça nous a permis de faire converger la multiplicité des réflexions sur le lexique de la couleur face à l'un des principaux décors à fresques de la Renaissance. Alors, pour revenir à nous et aux sources, dans une époque un peu plus, à l'époque moderne, dans le domaine de la littérature artistique, la question de la couleur représente un phénomène important en raison du nombre exceptionnel de textes publiés au XVIe siècle. Un phénomène qui a suscité l'intérêt tout d'abord de Paola Barocchi, l'historienne de l'art de l'École normale supérieure de Pise, qui a consacré toute sa carrière à réexhumer et publier les sources de la Renaissance jusqu'à l'époque contemporaine. Dans les écrits d'art du XVIe siècle, elle a rassemblé les principaux témoignages des auteurs en forme d'anthologie. Ça reste très utile encore aujourd'hui et ce recueil, grâce à des recherches plus approfondies, permet de dégager au moins 2 courants principaux. Le premier, caractérisé par une empreinte littéraire et philosophique. Le second, de nature technico-picturale. Donc, dans la première section que vous voyez là, dont j'ai un peu listé les noms avec quelques dates, l'orientation littéraire est évidente.
chez des auteurs qui ont donc écrit au courant du XVIe siècle. Donc là, vous voyez la liste de Mario Quicola, Morato, Dolcio, Colti, jusqu'au recueil un peu plus tardif de Rinaldi, Calvi. Et les auteurs d'empreintes, disons, d'orientation littéraire s'efforcent de mettre en évidence toutes les possibles variantes sémantiques des termes de la couleur avec une terminologie solidement ancrée dans le latin. C'est ainsi qu'apparaissent des mots comme ater, beticus, caesius, glaucus, lividus, perso, pullo, puniceus, etc. Ces termes désignent des couleurs difficilement associables aux pigments effectivement utilisés dans les ateliers de peinture et dont même la teinte n'est pas immédiatement reconnaissable. Nous avons aussi un volet lié à ces courants littéraires, philosophiques littéraires, mais en même temps autonomes. Ces volets semblent être constitués par les études scientifiques dans le domaine médical et naturaliste, comme voilà, les études de Cardano, Scaligero, Aldovrandi, qui restent fortement liées à la nomenclature latine de la couleur, citent constamment des textes classiques ainsi que des textes littéraires contemporains comme à côté de Pétrarque, il cite Ficin, Della Porta. Toutefois, le vocabulaire latin que l'on trouve dans ces textes correspond à un langage poétique et oratoire destiné à des évocations littéraires qui, une fois de plus, n'est pas efficace pour rendre compte avec précision de l'aspect du monde naturel que les médecins et les naturalistes s'intéressent à décrire. Pour atteindre leurs objectifs, les études scientifiques élaborent un lexique chromatique où les termes latins sont associés à un objet. Par exemple, roseus pour la rose, sanguineus pour le sang, etc. Et des termes donc associés à des éléments naturels aussi, comme les métaux, les pierres, les plantes, les gemmes. De cette manière, les noms de couleurs deviennent utilisables pour comprendre et décrire les phénomènes naturels. Par exemple, les différentes couleurs prises par l'urine des patients permettent de remonter à l'identification de la maladie. Et il en va de même pour les classifications botaniques. Dans le domaine de la peinture, qu'est-ce qui se passe? Le lexique chromatique est défini et codifié d'abord timidement avec Pino, Biondo, puis avec une plus grande assurance par Vasari. Ensuite par Sorte, Borghini, Lomazzo et Armenini, d'où est parti le discours de Margherita Quaglino. Donc, ce sont des auteurs qui s'affranchissent de la terminologie latine et lient solidement les noms de couleurs aux matériaux en usage dans les ateliers. Nous l'avons compris par le discours précédent. On peut citer à ces propos, j'ai mis quelques exemples, la biacca, blanc de plomb, le cinabre, l'ocre, l'outremer, l'orpimento, l'emaille au smaltino, la terra verde ou verte terre. Et très souvent, le vocabulaire principal est enrichi d'une indication sur la provenance matérielle ou géographique de la couleur. Donc, l'azur de la Magne, blanc coquille d'œuf, brun anglais, les jaunes de Flandre, etc., etc.
La terminologie chromatique que l'on trouve dans le traité d'art montre une distance significative non seulement par rapport aux mots latins, mais aussi par rapport aux concepts qui caractérisent le texte de la veine littéraire et philosophique, souvent concentré à expliquer principalement les significations symboliques et allégoriques de chaque couleur dans des contextes différents. Comme la héraldique, les insignes de tournois de chevalerie, en passant par les vêtements des dames et des chevaliers. Donc, les traités de ces trois domaines, littéraire, scientifique et artistique, trouvent un fondement commun dans la doctrine aristotélicienne, selon laquelle la couleur est une propriété intrinsèque des corps qui existe indépendamment de la vision. La couleur est en effet perçue lorsque tout corps, animé ou inanimé, est éclairé, mais elle existe toujours en puissance, nous dirions aujourd'hui virtuellement, même en l'absence d'illumination. Les liens permanents conçu par Aristote entre la couleur et les objets naturels renvoie à une conception métaphysique selon laquelle tout corps naît du mélange et de la séparation des quatre éléments, terre, air, feu, à chacun desquels sont associées deux qualités dans le binôme actif et passif du chaud-froid sec-humide. Donc, pour la terre, le froid et le sec. Pour l'eau, le froid humide. L'air peut être chaud ou humide. Le feu, chaud et sec. Du mélange, en proportion variable de ces éléments, découle la réalité naturelle et ses couleurs, qu'Aristote articule dans une échelle chromatique des 7 couleurs simples, qui sont le blanc, le jaune, le rouge, le violet, le vert, le bleu et le noir. Aux extrémités de laquelle il place le blanc et le noir, capables d'engendrer toutes les autres, par des mélanges, par 3 mélanges différents que sont la juxtaposition, la superposition et le mélange effectif. Donc cette conception est évidemment très éloignée de la conception actuelle qui, sur la base de la théorisation newtonienne de la lumière, arrive à mesurer chaque couleur à travers les 3 coordonnées de la teinte, de la saturation et de la luminosité. Nous en sommes très loin. Mais cependant, voilà, la diffusion exceptionnelle du De coloribus anonyme, attribué à la Renaissance à Aristote, mais aujourd'hui attribué à Théophraste ou à un autre auteur, un péripatéticien, fut possible grâce à la traduction latine des œuvres d'Aristote réalisées à Venise en 1496 par Aldo Manuzio et largement consultées par les peintres, à commencer par Léonard de Vinci. Les peintres et les traitétistes qui décrivent leur pratique au XVIe siècle, en se livrant à une codification écrite, témoignent au contraire de la création d'une sorte de dictionnaire chromatique où, en termes aristotéliciens, les noms de chaque couleur indiquent à la fois le pigment utilisé dans l'atelier et la teinte perçue, sans possibilité de malentendu ni besoin d'éclaircissement supplémentaire. Par exemple, le terme outre-mer était utilisé pour identifier de manière univoque le pigment obtenu à partir de lapislazuli, plutôt, avec sa teinte bleu-violette caractéristique,
à distinguer clairement de l'azur magna dont on a parlé, dérivé du minéral azurite et de sa coloration bleu verdâtre typique. Donc, l'émergence d'un lexique spécifique des couleurs indique qu'un profond changement s'est produit au cours du XVIe siècle, lié avant tout à la prise de conscience par les peintres de leur métier et du rôle culturel qu'il assume dans la société de l'époque. En témoigne le fait que les peintres considèrent la couleur comme un sujet en soi, sur lequel ils estiment avoir une expertise solide, différente de celle des lettrés, des philosophes et des scientifiques, mais non moins pertinente, comme le déclare par exemple Leon Battista Alberti dans la version latine du De Pictura. Le lexique des couleurs s'est donc répandu de manière articulée et omniprésente entre l'époque moderne et l'époque contemporaine, parce qu'il est véhiculé par des textes de genre, de domaines et des niveaux socio-culturels différents, voire très éloignés, offrant aux chercheurs en langue d'aujourd'hui un répertoire largement différencié, ouvert à différentes méthodologies de recherche. Cela n'a pas toujours été le cas et il suffit pour cela de rappeler que les vies des Vasari ne sont pas cités dans aucune des 5 premières impressions du vocabulaire de l'Académie de la Crusca jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle. Et il faut donc attendre les recherches de Paola Barocchi dans les années 80 pour une première contribution sur le lexique technique de Vasari, paru dans la revue Studi di lessicografia italiana de l'Académie de la Crusca, une étude qui initiait un nouveau cycle de recherche caractérisé par un dialogue interdisciplinaire et qui se servit très vite de la nouveauté de programmes informatiques pour l'indexation lexicale. Bien que 40 ans se soient écoulés, les volumes et la variété des textes qu'on a cités, la difficulté de préciser le sens d'usage des mots dans des contextes disparates ont permis à la recherche d'aboutir à des résultats concrets, à s'apercevoir qu'il s'agit d'un champ d'investigation qui est à peine effleuré et qui incite à des explorations plus approfondies, plus systématiques à l'intersection entre l'histoire des langues et l'histoire de l'art. Donc, je termine en revenant donc à la publication qui nous concerne, dans laquelle, effectivement, nous avons voulu croiser l'histoire des couleurs avec la philologie et la lexicographie, d'une part, avec la philosophie et l'analyse des peintures, d'autre part. Voilà, c'était notre objectif méthodologique pour ce numéro thématique sur la couleur. Les contributions, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Si, super. Ce sont organisées de manière à mettre l'accent vraiment sur ce dialogue. Donc, si vous arrivez à lire, c'est parfait, parce que je vous dirai rapidement qu'est-ce que vous pouvez trouver là-dedans. Donc, dans Hélène Artal et dans la première communication, c'est concentré sur la contamination entre le lexique de la peinture et d'autres domaines du savoir, tels que la médecine et l'alchimie, dans la perspective de la lexicographie numérique. Ensuite, Simona Rinaldi se concentre plutôt sur certains noms de la couleur et propose de recomposer leur genèse
à travers un mouvement de retour à la matérialité de l'œuvre d'art, à la lumière des sources écrites. Et l'essai de Elise Altissimi qui suit après, un peu après, est une enquête sur les sources du langage de la peinture, ses rapports avec le latin et d'autres langues sectorielles. Elle s'est concentrée sur les choix lexicaux de Giovan Battista Gelli, un traducteur du traité des yeux, de la couleur des yeux plutôt, qui voilà, donc cette question, ces choix lexicaux sont replacés dans le contexte de la question de la langue, très importante au XVIe siècle à l'Académie florentine. Voilà, c'est une institution centrale de l'organisation de la politique culturelle des Compremiers. Donc, c'était fondamental de restituer ces moments importants du débat. Nous avons ensuite voilà, la contribution de Sandro Baroni qui a consacré son essai à Gerardo Cibo, qui transmet sous la forme d'un traité artistique l'héritage de livres de recettes et la dette à l'égard des grands artistes du passé, parmi lesquels se détachent les noms de Léonard de Vinci. Et la contribution de Bruno Haas montre comment, dans cette ambition de la Renaissance d'ordonner le savoir par le langage, donc il montre comment la perception de couleurs est également liée aux catégories descriptives qui leur sont associées. Et comme il le repart de l'exemple de Fra Angelico, et il interroge les catégories aristotéliciennes dont on a parlé à la lumière du rôle des couleurs dans l'esthétique de la peinture. Enfin, la question idéologique qui précède la perception des couleurs est au centre de la réflexion d'Ellen Glanville, qui utilise les méthodes de l'histoire de l'art et de la critique de la restauration en étudiant comment Nicolas Poussin conçoit les liens entre les dimensions symboliques et philosophiques des pigments qu'il utilise dans ses œuvres. Donc, en utilisant des techniques d'analyse spécifiques les plus avancées, elle travaille avec un laboratoire parisien, voilà, vous la connaissez, super. Elle a croisé les sources de l'histoire des techniques artistiques, voilà, pour analyser l'emploi des pigments faits par les peintres. Et c'est un peu l'approche aussi de la contribution suivante de Paolo Benzi, qui propose un essai sur l'utilisation de la poudre de verre dans les peintures, un élément, un complément qui confère aux couleurs des qualités optiques et esthétiques particulières. Enfin, nous avons une postface qui n'est pas indiquée comme ça, mais nous l'avons entendue comme ça, d'ouverture avec une contribution de Nadia Podmenskaya qui conclut le recueil en reliant l'héritage des connaissances de la Renaissance sous la couleur à travers, comment dire, elle relie cet héritage plutôt à travers le prisme des historiens de l'art du XIXe siècle, découvreurs et éditeurs des sources de la littérature artistique. Voilà, c'est tout pour ce qui me concerne. Cet ouvrage est sous presse, donc on aurait voulu vous l'amener, mais voilà, nous ne l'avons pas encore vu matériellement.
Je laisse la parole à Giulia Castiglione qui nous présentera donc l'actualité de toutes nos recherches sur la terminologie artistique. Et tu veux que je revienne à la... Je fais là. Oui, alors c'est bon. Alors merci. Alors donc pour terminer, je vais essayer d'aller un peu rapidement, mais parce que l'heure tourne. Mais je vais vous parler alors d'un projet qui vient d'obtenir un financement de la ville de Paris, donc un projet de financement émergence qui s'appelle Paris-Rome, des langages pour les images, sur la terminologie artistique, 14e-17e, entre France et Italie. En fait, c'est un projet qui s'inscrit dans un des intérêts en fait de Arterm, qui est l'interaction en fait entre le corpus italien de la peinture et le corpus français de la même période. Dans la mesure, en fait, c'est un peu le constat, c'était où les deux pays n'ont pas donné la même importance à ce type de sources et ne les ont pas traitées de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une inégalité fondamentale entre la manière dont les Italiens ont traité et ont pris en compte leur corpus et la France. C'est donc cette approche en fait à la limite du comparatisme et en fait a fait l'objet d'une journée d'études avant celle dont Anna a parlé sur les mots de la peinture en France et qui est, attendez, je recherche ma diapo du coup, pardon, voilà, c'est ça. Donc oui. Et qui donc est en cours de publication en fait dans les mélanges de l'école française de Rome où on avait en fait voilà dressé ce constat et essayé de susciter une réflexion sur en fait les interactions entre ces corpus de deux langues différentes mais de la même période. En effet, donc on sait, vous savez sans doute que le corpus italien est très bien connu maintenant et il a fait l'objet de très nombreuses initiatives en fait de diffusion, de valorisation, souvent innovantes en plus. Enfin, sur voilà dans les digital humanities, la numérisation, la mise en ligne. Et donc pour moi, cette très rapide intervention sera en fait l'occasion aussi d'un rapide état des lieux des initiatives numériques d'exploitation des textes et ce que peut précisément permettre leur exploration lexicale du point de vue des couleurs, des techniques et des matériaux. Et donc j'en profiterai là-dedans pour présenter les grandes lignes de notre projet qui a donc remporté ce financement et la manière dont il entend en fait compléter ce qui existe déjà dans une perspective franco-italienne. Alors, comme vous le savez, la question de la définition d'un corpus des sources pour l'histoire de l'art trouve son origine il y a fort longtemps avec Schlosser en 24 et avec son texte sur la littérature artistique. Ensuite, on a assisté dans les années 70-80 à une sorte de linguistic turn dans ce domaine-là et qui s'est traduit par un travail de définition des termes de ce champ qui a fini par mettre en lumière quelque part le manque de compétences interdisciplinaires dans l'approche de ces objets d'études spécifiques. C'est une petite citation d'un Italien à la fin de cette période-là. Et c'est ce phénomène qui avait jusque-là sans doute retardé aussi l'émergence de ce questionnement-là sur le sens des mots de la littérature artistique. Donc, les savoirs issus de l'histoire de l'art et des techniques ont en effet vocation à interagir et à être complétés ou à compléter l'approche linguistique afin d'analyser le langage qui définit les formes, les techniques, les gestes du peintre aussi et les couleurs. Donc cette attention qui est portée à la langue des arts est encore aujourd'hui très fructueuse et donne lieu à des travaux qui ouvrent des pistes de recherche à vocation donc interdisciplinaire. Le recours au texte et à leur lexique, qui sont donc mis en regard avec la matérialité des œuvres, ouvre ainsi des perspectives en termes d'attribution, de restauration, d'histoire sociale, économique, politique, histoire des approvisionnements et des techniques, comme l'ont montré de nombreuses initiatives, par exemple le Color Context, pour n'en citer qu'un, donc sur les ingrédients et les livres de recettes. Donc l'incitation à juxtaposer les méthodes d'investigation des linguistes et des historiens de l'art pour interroger le vocabulaire artistique a été formulée dès le diagnostic donc, de ce manque que je viens de décrire. En Italie, les recherches sur la langue de la peinture ont très tôt fait l'objet de programmes de recherche conjoints entre différents instituts de linguistique, donc l'Istituto di Linguistica Computazionale avec la Scuola Normale Supérieure de Pise et l'Accademia della Crusca, qui est l'équivalent de l'Académie française, donc dès les années 80. La redécouverte et la réhabilitation du traité d'art
en a fait aussi un genre littéraire et une source historique à part entière, qui demande une méthodologie spécifique de recherche en mesure de croiser les questionnements philologiques sur l'établissement des textes, mais aussi de reconstituer ses conditions de production et de rapporter son contenu à la matérialité des œuvres dont il traite, car la plupart des textes de littérature artistique sont référencés à un corpus matériel. Et donc, grâce à l'édition des traités et des écrits d'art réalisés par Paola Barocchi, dont on a parlé, en collaboration avec le linguiste Giovanni Nencioni, le lexique sectoriel des arts figuratifs a pu enfin bénéficier, pour l'italien, d'une approche scientifique et systématique qui a mis en lumière la spécificité de la terminologie du langage pictural, à la croisée donc d'enjeux socio-professionnels, car la langue des peintres n'est pas la même que la langue des amateurs, par exemple, d'enjeux régionaux, les matériaux changent de nom d'un endroit à l'autre, mais aussi de questions techniques et stylistiques. Et donc, profitant de l'émergence de l'outil informatique, ils ont porté le projet avant-gardiste de constituer un véritable corpus numérique interrogeable des sources italiennes de la littérature artistique. Et donc, cette collaboration, dans un premier temps, a vu aboutir le projet Vasari Scrittore, qui demeure encore aujourd'hui une référence dans le domaine des études de la lexicographie artistique. Et en effet, la mise en ligne du corpus des écrits du père fondateur de l'histoire de l'art, et plus spécifiquement du lemmario vasariano qui est accroché, c'est-à-dire un relevé de tous les termes techniques qui sont présents dans ce corpus et qui compte plus de 1500 entrées. Donc cela permet aux chercheurs d'accéder facilement à un répertoire des termes en contexte grâce à la collaboration entre l'Accademia della Crusca et le Kunsthistorische de Florence. Ensuite, la fondation Memofonte a précisément été créée pour accueillir et pour diffuser le corpus informatisé des sources textuelles de l'histoire de l'art. Et les recherches se sont prolongées dans cette direction jusqu'à rassembler dans cette base de données l'ensemble des textes issus du premier élan de numérisation du corpus artistique qui avait été inauguré par Paola Barocchi. Donc avec tous les grands volumes qu'elle a édités, ils ont été versés dans cette base de données depuis les Trattati d'arte del Cinquecento jusqu'au corpus de Roberto Longhi ou au corpus futuriste. Donc c'est extrêmement transversal. Sur ce corpus a été mis en place ce qu'ils appellent il metamotore, c'est un moteur de recherche, donc les parole dell'arte, qui entend donc rendre interrogeable un ensemble fourni de textes afin d'en faire ressortir le lexique thématique qui est mis en valeur grâce à un très vaste travail d'indexation des termes. Et donc, au moment où les historiens de l'art et les linguistes construisaient ce champ de recherche de la littérature artistique en Italie, en fait, l'ouvrage fondateur de Schlosser passait beaucoup plus inaperçu en France, car il n'a été publié qu'en 84, alors qu'il a été traduit dès 35 en Italie. Donc, on imagine que ce décalage, en fait, dans la traduction, a pu mener à un décalage donc, dans la réception et donc à une moindre sensibilité, en fait, à ce type de texte. Et d'ailleurs, il est sorti en France, comme vous savez, avec une préface d'André Chastel, donc qui n'est sans doute pas anodin. De fait, donc, les écrits français occupent une place réduite dans ce manuel des sources de l'histoire de l'art. Et depuis, encore maintenant, peu d'entre eux ont bénéficié d'une réédition aux normes contemporaines de l'édition scientifique de ce type de texte. Par exemple, Roger de Pile, Abraham Boss, Philibien... rien. Enfin, ils n'ont jamais fait l'objet d'une édition critique, ce qui est incompréhensible par rapport à ce qu'on peut trouver en Italie. Voilà, c'est quand même des grands monuments qui sont absents. On peut peut-être juste signaler quand même l'exception que constituent les conférences de l'Académie royale de peinture et sculpture, qui ont bénéficié d'une édition critique intégrale sous la direction de Jacqueline Lichtenstein et Christian Michel, entre 2007 et 2015, et qui aujourd'hui sont, alléluia, en open access et hébergés par le Centre allemand d'histoire de l'art. Donc, au-delà des nombreux projets centrés donc, sur l'édition numérique en langue italienne, on aimerait aussi se poser la question de la traduction et de la transposition de la langue de l'art italienne dans les autres langues européennes. Et c'est en fait, ici en français, car c'est un domaine qui a connu aussi une très forte expansion dans les années 2010. Du point de vue des enjeux du multilinguisme de ce type de corpus, on signale donc
le Lessico dei Beni Culturali de l'Université de Florence, qui est un projet numérique qui entend mettre la linguistique computationnelle au service de la traduction du lexique du patrimoine. Et depuis 2013, ce projet entend donner l'équivalent italien de termes relatifs au patrimoine florentin, issus de 7 langues, donc chinois, français, anglais, portugais, russe, espagnol et allemand, et sous la direction Chinois, tu l'as dit. d'Annick Farina en particulier, de Maria Carlotta Nicolas Martinez. Voilà, donc ils sont en train d'y travailler, comme vous pouvez voir, c'était ce matin, ils y travaillent. Donc, en Europe, sinon, la question de l'évolution de la terminologie artistique au croisement de plusieurs langues a été évidemment mise très bien en valeur par Lexart, qui a croisé le français, l'allemand, l'anglais et le flamand, et qui donc a fait l'objet entre 2014 et 2018 du projet ERC Lexart, sous la direction de Michel-Caroline Eck. Donc ici, on se trouve dans la situation où la France est centrale, c'est-à-dire que c'est à partir du XVIIe siècle, la France est le terrain où convergent toutes ces pratiques artistiques grâce à une circulation des hommes, des œuvres avec le nord de l'Europe, avec la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l'Allemagne. Et l'intensification de ces échanges a stimulé le débat autour des arts, ce qui a favorisé une codification du langage pour parler de la peinture. Et donc l'ère septentrionale privilégiée par Lexart a réservé volontairement un statut à part aux textes italiens, qui n'ont été étudiés que de manière indirecte en tant que source, éloignée et voire marginale en fait à cette époque-là, au sein d'un discours sur la théorie artistique qui, à partir du XVIIe, est désormais diffusé loin des centres urbains des villes italiennes. Donc, comme le montre cette émergence de projets destinés à inventorier, cartographier, analyser la terminologie sectorielle des arts, on assiste donc à un renouvellement de l'intérêt pour le domaine de la lexicographie appliqué au secteur des beaux-arts à l'échelle européenne, au-delà de la question de la dépendance de ce langage à la source italienne. Donc, en faisant le choix, à terme, d'un corpus inédit ou peu étudié, et en misant sur la collaboration donc, entre les historiens de l'art, des techniques et les historiens de la langue, notre équipe souhaite s'inscrire dans ce sillon afin de précisément proposer un ample corpus numérique franco-italien et un dictionnaire historique bilingue des termes de la peinture. Ce dictionnaire entend en fait s'inscrire dans une tradition existante, notamment de la collection des vocabulaires lancée dans les années 70 par le CMN, en vue de codifier le lexique sectoriel du patrimoine. En effet, ces définitions uniformisées et illustrées servent de référence partout aux historiens de l'art français. Sinon, dans ce domaine comme dans d'autres, une autre référence est évidemment celle qui s'applique dans le cadre de la langue anglaise et qui est le grand projet des Getty Vocabularies, porté par le Getty Research Institute, qui se présente en fait comme un ensemble de ressources permettant d'uniformiser en fait les termes, les noms des personnes et des lieux, afin de gagner en précision dans le traitement de l'histoire et de la matérialité des arts. Donc ces recherches collectives entendent ainsi à la fois explorer les héritages littéraires, qui charrient avec eux un vocabulaire spécifique, mais aussi de voir combien la langue peut être quelque part éminemment politique. En effet, on peut voir grâce à ce type de recherche que adopter ou rejeter des mots empruntés traduit aussi un rapport de force en matière culturelle, ce qui est particulièrement visible à l'époque où sont lancées les grandes entreprises des dictionnaires des langues européennes visant à établir la langue nationale. Et c'est à la même époque que ça se passe en France et en Italie. Aussi, les cas où les sources italiennes sont diversement traitées, citées, altérées, semblent être autant de manifestations d'une négociation entre la réalité de la circulation des techniques et des concepts et l'aspiration à la revendication d'une autonomie créative nationale. Et c'est précisément ce qu'entend documenter le dossier en cours de parution au mélange de l'école française dont je vous parlais plus tôt. En ce qui concerne le projet Émergence lui-même, en fait, il s'agit d'un financement qui est conçu pour l'équipe comme le point de départ d'un projet de plus grande ampleur, consistant à rassembler en ligne les textes relevant donc de la littérature artistique en langue française et italienne, donc avec cette logique de corpus à nouveau. Il s'agirait donc de mettre en ligne un outil de travail qui rassemblerait le plus grand nombre de textes possibles, soit en les transcrivant, soit en fédérant des contenus issus d'autres sources et d'autres projets, tels que ceux dont je viens de vous parler. Il s'agirait donc
d'être à mi-chemin entre un dispositif comme celui des Parole dell'arte que je vous ai montré tout à l'heure, qui propose en fait un vaste corpus unilingue mais transpériode avec des instruments pour l'interroger, et quelque chose comme Lexart, qui ne propose que des extraits sans texte complet, qui ont été soigneusement sélectionnés et qui les mettent en regard à travers 4 langues sur 150 ans de l'histoire des arts. Il s'agit donc pour nous de mettre en place un corpus bilingue de textes intégraux sur 2 siècles et demi. Et donc cette plateforme pourrait être conçue en fait pour enrichir les textes d'un point de vue contextuel, en rapprochant des textes voisins issus par exemple de réécriture ou de traduction, d'un point de vue aussi lexicographique avec la mise en lumière du sens et de la variation des mots grâce à l'étude des occurrences au sein de fiches lexicographiques comme nous les a présentées Margherita, mais aussi d'un point de vue iconographique grâce à la mise en relation de passages, c'est-à-dire de descriptions, d'ekphrasis, de commentaires, avec les images qui leur correspondent. Ce traitement des sources, en fait, est applicable certes à la peinture, et ce sera notre point de départ, mais aussi à la sculpture, à l'architecture, à d'autres arts, et dans cette logique franco-italienne. Il s'agira donc de commencer la numérisation d'un corpus de traités des 16e, 17e, qui sont pour le moment indisponibles en version numérisée, mais qui pour beaucoup sont présents ailleurs sur d'autres plateformes comme Gallica, Archive ou Google Books, et qui existent aussi dans des éditions papier plus ou moins récentes, c'est-à-dire mettre au même endroit, encoder de la même manière, avec la même forme pour pouvoir les croiser, un ensemble en fait de textes qu'on trouve pour l'instant un peu partout. Et donc une fois transcrit et édité numériquement, il s'agira pour commencer, de baliser les noms des artistes, les œuvres et le lexique spécialisé, à la manière un peu dont l'a fait un très beau projet d'il y a quelques années, le Digital Mellini du Guicci, qu'il a fait à toute petite échelle sur un texte assez bref, et qui donc a fait ce travail de marquage un peu spécifique à un texte relatif à l'histoire de l'art, et qui a adossé donc ce texte d'un collectionneur à une galerie virtuelle de tableaux, pour justement permettre cet aller-retour entre l'image et le texte. Ensuite, il s'agirait de mettre en place, donc, et là c'est une vraie réflexion sur un mode de visualisation des phénomènes de traduction d'une langue à l'autre, à la manière ici encore dont l'on fait certains projets de documentation de la fortune des traductions de certaines œuvres, notamment le projet Hyperprince, qui a été fondé sur le développement du logiciel d'édition numérique comparé bilingue l'Hyper-Machiavel, et qui donc a été un peu un laboratoire pour mettre en fait en regard les différents phénomènes de traduction autour d'un texte. Ainsi, on pourra dans un premier temps travailler sur des textes qui se réclament d'abord comme des traductions, à la manière des traductions précoces de certaines vies de Vasari ou de la traduction de l'Omazzo par Hilaire Pader, et dans un second temps, il pourra être intéressant d'élargir cette question de la dépendance textuelle à des phénomènes moins assumés, d'emprunt, de pillage, d'inspiration, selon toutes ces modalités de transposition d'une langue à l'autre, en rassemblant des textes dans des familles d'influences et en mesurant leur degré de proximité grâce à des outils numériques, et voir ainsi, par exemple, la manière dont les traités de Léonard, d'Alberti, de Vasari ont infusé, en fait, chez les traitatiste français de l'époque. Si le projet Émergence donc s'attachera à cette question de la traduction, transposition des textes d'une langue vers l'autre, c'est parce qu'il a pour objectif de s'interroger sur les interactions entre la France et l'Italie à la période moderne. Et il s'agit en particulier de s'interroger sur les transpositions et traductions du lexique socio-professionnel des peintres, mais aussi sur les modalités de diffusion de cette langue à travers la diffusion des ouvrages, mais aussi les déplacements de certains artistes particulièrement influents d'un endroit à l'autre, qui étaient en mesure de diffuser des techniques, des matériaux et les termes qui leur étaient relatifs. Cette question des canaux de la diffusion et des chemins de l'interculturalité dans la théorie de la pratique de l'art est la réflexion de fond qui pourra animer les travaux de l'équipe à travers un séminaire et des manifestations dédiées. Une fois cet outil créé, cette plateforme dont je vous ai parlé, il pourra être au fur et à mesure enrichi d'autres textes qui permettront peu à peu d'élargir le corpus disponible et de mener une véritable enquête de lexicographie comparée entre le français et l'italien, et à terme
Il sera même possible d'ouvrir la plateforme à des textes d'autres domaines, comme la sculpture, l'architecture ou la perspective, dans la mesure où cet outil sera conçu comme une bibliothèque ouverte et contributive, évoluant au fil du temps. Oh, pardon, j'ai touché un truc, excusez-moi, pardon. Et donc, dans ce site, on aimerait charger en fait les textes intégraux, comme je le disais, enrichis de leurs métadonnées, avec à côté des fiches lexicographiques et une galerie virtuelle des peintures qui sont liées à ces textes. Et ce seraient donc des espaces reliés par des liens hypertextes, accessibles dans le même environnement numérique. Donc, il s'agit pour cela de garantir en fait un accès à des textes significatifs qui sont pourtant inédits ou peu édités sous forme numérique dans les deux langues qui ont posé les bases du débat artistique en Europe. D'autre part, il mettra à disposition des fiches lexicographiques compilées par nos soins sur la base des occurrences présentes dans ce corpus et en dehors, qui pourront servir d'outils aux historiens de l'art, aux conservateurs et collectionneurs, pour les constats d'œuvre qui établissent la description technique des peintures, voire pour les restaurateurs, ou même aux traducteurs, en fait, pour saisir finement les nuances sémantiques des termes esthétiques ou techniques qu'ils peuvent rencontrer dans des textes historiques notamment. Et ils pourront également être utiles aux historiens de l'art et des techniques des matériaux pour repérer la présence et l'évolution des pratiques artistiques et artisanales tout au long de la période moderne, à la manière de l'analyse que Marguerite a développée précédemment sur la question du terme indigo. Voilà. Merci beaucoup, c'était absolument passionnant. J'avais envie de réagir tout le temps, je crois que j'ai beaucoup bougé sur ma chaise, mais c'était vraiment passionnant. Alors avant que je ne prenne le micro et que je ne lâche plus, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Alors je vais commencer. Alors moi ce qui m'a le plus frappé, c'est que dans ce que vous présentez, mais que vous dites aussi, vous partez des termes que vous trouvez dans les textes, et moi je fais la chose exactement inverse. Je parle des matériaux que je trouve sur les œuvres et ensuite j'essaye de remonter éventuellement à des textes. Et voilà. Et hier, j'ai assisté à une soutenance de thèse où c'était une restauratrice qui soutenait une thèse en conservation-restauration sur des matériaux modernes, et elle avait choisi son corpus en fonction des dégradations qu'elle avait vues. Donc c'était un corpus très particulier. Et du coup, il y avait un historien de l'architecture qui était présent dans son jury et qui lui a dit exactement la même chose, c'est-à-dire que lui, en tant qu'historien de l'architecture, serait parti d'un corpus cohérent historiquement et non pas cohérent conservatoirement parlant. Donc je trouve ça très intéressant de pouvoir voir ces deux différentes méthodes. Alors moi j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait on a maintenant un vocabulaire des matériaux de la couleur qui est très stabilisé. Et donc je pars d'un vocabulaire hyper stabilisé. Et d'ailleurs j'ai dû pas me battre, mais il a fallu que je l'explique à mes collègues historiens de l'art que si on voulait que ce soit interopérable, interrogeable, et que ça représente tout, que chaque terme soit vraiment relié à un seul concept, qui est le concept du matériau, il fallait qu'on parte de cette terminologie physico-chimique, que sinon on n'y arriverait pas. Et déjà c'est compliqué parce qu'en fait sur les rapports, moi j'ai des rapports, c'est quoi, les plus anciens, ça doit dater d'il y a 60 ans peut-être. Oui, c'est ça. J'en ai même un de 58 sur une peinture vénitienne de 1958, et déjà là on a des problèmes parce que la terminologie est déjà pas très fixe à cette époque-là, moins en tout cas que maintenant. Ouais, donc ça c'était la première remarque que je trouve très intéressante. Alors sur l'indigo, c'est un de mes bébés, je l'aime beaucoup. Non, j'ai travaillé dessus parce qu'en fait, donc moi je travaille sur des périodes plus anciennes que vous. C'est vraiment le Moyen-Âge et tout début de la période moderne, mais en gros j'étudie pas la peinture à l'huile, ça m'intéresse pas. Voilà, j'étudie que de la tempéra et de la détrempe. Et l'indigo est très utilisé dans l'est de la Méditerranée, beaucoup moins en Italie, voire quasiment pas en Italie. En fait, on le voit apparaître à Venise pour Paolo Veneziano, il en utilise. Mais Titien, c'est trop tardif déjà. Et voilà, et donc on voit apparaître l'indigo en peinture, parce qu'en enluminure, il apparaît bien plus avant. Il est très utilisé en enluminure. Et le gros problème qu'on a, c'est l'identification, la caractérisation de l'indigo, c'est-à-dire que la molécule colorante à l'origine de la couleur de l'indigo est exactement la même que celle qui est à l'origine de la couleur de la guède. Il s'agit exactement de la même molécule colorante. En fait, on ne peut pas les distinguer de manière physico-chimique. C'est impossible.
Ce qui se passe, c'est que l'indigo qui vient d'Indigo Ferra est beaucoup plus concentré en indigotine que la guède. Et c'est pour ça qu'on a eu, alors plus tardivement, mais déjà sous Henri IV, on a des édits qui disent qu'il est interdit d'utiliser de l'indigo de Bagdad pour teindre dans les cuves de guède. Parce que, eh bien parce qu'en fait, il y a une énorme économie de la guède en Europe occidentale qui va durer jusqu'au 19e siècle. Et donc toute l'Angleterre, la France, l'Allemagne, en fait, la guède est vraiment une culture tinctoriale extrêmement importante. Et donc on interdit parce que du coup le rendement de la guède est assez faible par rapport à l'indigo, et donc sinon ça va faire péricliter l'économie locale, régionale et même nationale. Donc ça c'est, j'ai pas de souvenir de avant Henri IV, mais en tout cas Henri IV on a déjà ce problème-là. Et du coup, la grande question qu'on se pose, nous, en peinture ou en enluminure, c'est est-ce que c'est de la guède qui a été utilisée sous forme de fleurs de guède, ou est-ce que c'est de l'indigo qui a été utilisé? Et même quand par hasard, on a la chance d'avoir des textes de commande qui listent les composés, bah, c'est des choses qu'on a écrites. C'est pas forcément des choses qu'on a utilisées. Ça, c'est un autre problème complexe. Donc, on a vraiment ce problème-là. Alors que, pour le coup, en est de la Méditerranée, en fait, l'indigo, il pousse très bien en Inde, en Chine, c'est de là qu'il vient, mais très vite, il est utilisé, il est planté et cultivé et commercialisé au Yémen et dans tous les pays arabes, et où on a des routes qui emmènent directement, alors par Alexandrie, qui emmènent à Venise, ou qui emmènent ensuite dans tout l'est de la Méditerranée, donc on se pose un peu moins la question que pour la guède. Et pour la fleur de guède, ce qui est très intéressant, c'est la manière dont l'indigo est utilisé, puisqu'en fait l'indigo est une teinture indirecte. On ne peut pas, quand on extrait la molécule de la fleur, enfin de la feuille, pardon, en fait on n'obtient pas du bleu, on obtient une espèce de verdâtre assez laid qu'il faut mettre dans une cuve. On trempe le vêtement dans la cuve et c'est en ressortant le vêtement et en l'exposant à l'air qu'il devient bleu. Quand il ressort de la cuve, il n'est pas bleu. Voilà, et il devient bleu à l'air. Et donc la fleur de guède, en fait, c'est l'écume qui se forme en surface de la cuve, voilà, et qui du coup s'est oxydée à l'air, et qui du coup est devenu bleu par rapport à la, voilà. Et donc c'est ce qu'il y a de plus concentré en fait en principe colorant. Voilà, donc c'est et du coup ça fait de l'indigo un composé très particulier parce que certes c'est un colorant, c'est une molécule organique. Donc on a tendance à l'appeler colorant. En fait, ce n'est ni un colorant ni un pigment en tant que tel, ce n'est qu'une matière colorante, puisque on va pouvoir teindre des vêtements, mais pas directement dans l'eau. C'est pas soluble dans l'eau l'indigo, donc on va pouvoir teindre mais de manière indirecte, et en peinture c'est utilisé comme un pigment. Donc ce n'est pas les colorants organiques qui sont précipités sur des matériaux de type alun pour donner des lacs colorés, des pigments laqués colorés, alors que l'indigo il est utilisé directement en tant que tel, parce qu'en fait c'est un solide qui se disperse dans un liant, donc c'est un pigment au sens physico-chimique du terme. Mais je suis pas sûre, et c'est ça, pardon, c'est très long pour en venir là où je veux, mais est-ce que ça c'est quelque chose qui est noté dans les textes? Est-ce que la différence entre le colorant, c'est-à-dire le matériau qui va être soluble dans le liant, ou le pigment qui est le matériau qui ne va pas être soluble dans le liant, est-ce qu'on voit ça apparaître? Parce que dans mon souvenir, mais je ne suis pas une spécialiste du tout, au Moyen-Âge, ça on ne le voit pas du tout apparaître. Voilà, ça n'existe pas. Et, ouais, tu confirmes. Et est-ce que vous le voyez apparaître, cette notion différente entre pigment et colorant, ou entre soluble, pas soluble? Ou pas du tout? Pour la solubilité, il y a un lexique pour tout ce qui est, voilà. Mais il n'y a pas la différence. Diluant, voilà, j'ai cherché le nom. Diluant. Oui. Il parle de diluer, mais non pas pour la différence entre pigment et colorant. Et les recherches sur Céline Chenier, sur le livre de l'art, ont mis en relief qu'il n'y a pas même le mot colorant et pigment, il n'existe pas à cette époque-là, c'est la fin, le début du XVe siècle. Oui, c'est ça. Et je m'ai encore trouvé, mais le projet, la phase financière, je n'ai pas encore fait. Non, mais j'espère que vous trouverez, parce que moi je me pose beaucoup de questions sur ça. Mais moi aussi, ma question est, vous avez dit des choses vraiment
Oui. que j'avais cherché de lire sur beaucoup de livres à propos de ces pigments, mais quel est l'usage que vous pouvez faire d'une recherche sur les tests des recettes et les scales? C'est-à-dire, elle est utile pour vous ou non? En fait, dans quelle mesure? Ça, c'est Oui. ma question fondamentale. Parce que pour nous, c'est très utile de savoir de quoi on parle à partir voilà, de la matérialité, Oui, les c'est vraiment diluants, très utile. tous les aspects chimiques. On a du mal à compléter cette partie-là. Mais du coup, on se pose la question de savoir est-ce que la réflexion sur les termes aide ceux qui travaillent et qui oui. mettent la main à la pâte. Oui, alors non, enfin oui et non. En fait, elle va pas forcément intéresser au premier plan les gens qui vont faire de la restauration, par exemple, parce qu'on n'en a pas besoin. En fait, la matière, on la connaît hors de ça. En revanche, des gens qui vont faire de la recherche, on ne la reproduit pas avec les de méthodes exactement. de l'époque. De toute manière, on Donc, utilise toujours des méthodes différentes, oui, des matériaux oui. différents. Donc ça, il n'y aura pas une application concrète, par exemple, ou appliquée à la conservation-restauration. En revanche, ce qui est très intéressant, et ça c'est plus quand on fait de l'histoire technique de l'art, donc comme ce que je fais maintenant, c'est-à-dire comprendre à partir, on trouve des choses sur les objets, parfois on a des listes de commandes, on a des idées, mais on ne comprend pas les termes, donc ça nous aide. Et aussi, oui, du coup ça nous aide d'avoir une idée des termes, parce qu'on n'arrive pas forcément à faire correspondre le matériau et le terme. Ça peut être pour plein de raisons, soit que nous on ne comprend plus le terme, soit qu'en fait ils aient utilisé un autre matériau, ce qui est toujours possible. Mais voilà. Mais du coup, ça, pour ça, c'est extrêmement intéressant pour nous, pour comprendre un peu la genèse de l'œuvre. Et puis, non seulement la genèse, mais aussi la répartition entre le peintre, le commanditaire, les différents ateliers qui travaillent avec l'atelier du peintre. Voilà, donc il y a tout un système en fait autour du peintre et autour de l'œuvre plutôt où ça nous permettrait d'y avoir accès. D'autre part, il y a quelque chose qui est une espèce de Graal, qui est réussir à trouver des recettes qui aient réellement été appliquées sur des œuvres. Voilà, alors moi je pense que c'est illusoire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y réfléchir, et que pour y réfléchir, il faut comprendre. Et pour ça, le projet de Richard Gameson, qu'il a mené à l'université de Durham pendant 10 ans, alors il l'a vraiment mené avec les moyens du bord, mais il a réussi. Mais il n'est pas du tout sur votre échelle. Hein. En fait, il a pris les 3 textes les plus anciens qu'on a retrouvés dans des manuscrits anglais, donc c'est 12e siècle, c'est ça, hein, ouais, 12e. Et il a reproduit ce qu'il comprenait des recettes. Et ensuite, il a analysé environ 400 manuscrits en Angleterre, des manuscrits anglais, hein, pour essayer de voir si on retrouvait au moins les matériaux. La mise en œuvre, c'est compliqué, mais au moins les matériaux. Et alors son livre n'est pas encore sorti, il est venu faire une conférence ici, vous pourrez la voir, elle est en ligne. Oui, elle est en ligne, la conférence, et le livre doit sortir dans l'année. Donc j'attends de le voir justement. Richard Gameson, Gameson. Voilà, et donc voilà, typiquement, mais il a pu le faire parce qu'il avait un corpus de texte très faible, donc parce que c'est très long de faire de la reproduction, enfin de faire de l'expérimentation, c'est extrêmement long, mais justement, c'est là où je voulais en venir, en comprenant les termes, on peut faire de l'expérimentation, et en faisant de l'expérimentation, on peut comprendre les techniques picturales. C'est pas ce qui va nous aider à les restaurer, mais ça va nous aider, en fait, juste, c'est l'histoire des techniques. Oui. Parce qu'en réalité, alors, moi... Qui veut dire aussi plein d'autres choses, comment les matériaux circulent. Exactement. Mais alors, les matériaux qui circulent, ça aussi, mais à condition qu'on arrive à aligner la terminologie et les matériaux. Oui. Alors, visiblement, sur les époques modernes, ce que je ne savais pas, c'est que c'est des choses qui commencent à s'aligner. Et c'est ce que vous avez très bien montré. Oui. On commence à essayer d'aligner... Oui, pardon, Mechtilde, excuse-moi. Déjà, merci beaucoup, c'était absolument passionnant, je rejoins Sigrid là-dessus. J'aurais une question toujours sur cette question de l'indigo. En fait, dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé notamment sur le vocabulaire de la couleur au XIVe siècle en Italie.
Et parce que je travaille sur la peinture florentine du XIVe siècle, sur la couleur dans la peinture florentine du XIVe siècle. Et donc j'ai travaillé sur un très gros corpus, pas uniquement sur la littérature artistique, mais l'idée c'est aussi de comprendre la conception de la couleur par le biais du vocabulaire. Et au début, dans mes recherches... XIVe siècle. XIVe siècle, il n'y a pas de traité. Il y a quelques recettes, quand même. Il y en a quelques-unes à Florence. Mais du coup, au début, je suis vraiment restée sur des termes très généraux et j'avais inclus Indaco. Et je me suis rendu compte que dans tous les textes que j'ai pu consulter, ça désigne jamais une couleur. C'est toujours une désignation strictement matérielle. Donc ça va désigner vraiment la teinture à l'indigo des tissus. Et suite à ce que vous nous présentez, je me demandais si on n'a pas eu un glissement similaire à ce qu'on peut observer pour Azzurro, avec un terme matériel qui en vient à devenir une désignation de couleur par la suite. Je dois y réfléchir parce que ce n'est pas comme azur. Azur, c'est un mot arabe, non? Qui signifie ça, azur. Alors, ça désigne, au départ, il me semble que ça désigne le lapis lazuli. Non, c'est un autre mot. C'est l'Ansval, quelque chose comme ça. C'est l'Asvar, donc. L'Ansval, oui, oui. Alors, il me semble, si je me souviens bien, c'est l'Asvard qui a donné Azzurro et qui ensuite, enfin, en tout cas, dans les périodes vraiment anciennes, on a Azzurro il y a cette ambiguïté entre est-ce que ça désigne le bleu ou est-ce que ça désigne le lapis lazuli. Il me semble que chez Cennino, on est encore vraiment sur cette... c'est difficile cette question. Je ne sais pas. Je dois y réfléchir. Alors justement, sur l'indigo, c'est un des rares termes. Donc encore une fois, je ne sais pas si... Enfin, si, je sais que dans les registres du commerce à Marseille, dans les listes d'épices, en fait, quand on dit qu'un cargo a des épices, très souvent, ces épices ne sont pas répertoriées une par une, sauf l'indigo, qui est très souvent indiqué. Donc en fait, l'indigo apparaît comme une matière qu'on indique par rapport au reste. On n'indique pas... perdu le sens de provenance géographique. Oui, exactement. C'est des pins. Le nom du thème. Et c'est ce terme-là. Et en Éthiopie, au XVIIe siècle, donc c'est voilà, on a deux termes pour désigner. Enfin, on a un terme pour désigner le bleu, qui est la couleur du ciel, et on a un autre terme qui est Nil, qui est le terme qui vient du sanskrit en fait par l'arabe directement, qui est l'indigo, et qui donnera plus tard en Espagne, ce qui va diffuser en Espagne avec les couleurs à base de Nil. Et c'est c'est la seule couleur, en tout cas, il y a 3 listes de couleurs en Éthiopie, hein, donc on ne va pas très loin, mais c'est le seul mot qui représente à la fois un matériau et probablement une couleur, alors que sinon ce ne sont que des mots de couleur qui sont utilisés. Donc alors je ne suis pas capable d'en faire quelque chose de cette information, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans mes recherches sur l'indigo, c'est cette particularité qu'il a à avoir toujours été nommé sous le même terme, à être différencié de la guède. Et donc ça, je pense, pour des problèmes, une question de positionnement économique, etc. J'ai vu les registres de la douane de Florence qui sont très anciens parce que nous avons peu de ces registres en Italie et ils datent d'après la fin du XVe siècle, ces registres. Et là, il y a ce sont divisi, aiutami, sono divisi per corporazione.
sont Par incorporation. distingués par les corporations. Alors, il y a les épiciers, il y a ceux qui lavorano nel cuoio, come si dice? Les tanners. Les Tanneurs. tanneurs, etc. Alors, pour les épiciers, il y a des listes de matériaux qui sont même ceux qui utilisaient les peintres pour faire les couleurs. Alors ça pourrait être une source pour cette étude parce que là sont vraiment des matériaux. On a la certitude là. Et là, je crois que je dois contrôler parce que il y avait sûrement des matériaux pour l'azur, mais je ne me souviens pas. Mais ça peut être des bonnes sources pour ce type d'études, les registres de la douane. Merci beaucoup, très intéressant. Voilà, d'où l'importance en fait de vos lexiques aussi et de cette aide que ça peut pour nous qui ne sommes pas du tout spécialistes ni des mots, ni des traités, ni de tout ça, en fait d'avoir accès à ces sources avec des explications lexicales sont extrêmement importants. Parce que typiquement, moi chez Ligné, je travaille sur la traduction anglaise. Ah oui, d'accord. Je ne lis pas du tout l'italien. Et en fait, j'ai acheté la traduction anglaise. J'ai toujours travaillé avec cette traduction anglaise, mais quand même, je me pose quelques questions sur cette traduction anglaise. Mais au point qu'on avait réfléchi au fait de mettre dans les notices lexicographiques une explication de la composition chimique pour que ça soit clair. Il y a un rapport avec l'usage actuel. Parce que les noms ont changé. Bah ça serait passionnant. On s'est posé la question, mais il faudrait vraiment qu'on puisse travailler avec des gens du métier. Voilà, c'est pas non plus Par courant. contre, les livres de recettes en France, dans le 15e siècle. Parce que les recherches sont encore à faire. Oui, totalement. Je connais la table de vocabulaire et tout le monde connaît. En fait, on utilise toujours les mêmes choses. Donc en fait, on a 3 extraits de Roger de Pile, on a 3 extraits du manuscrit de Strasbourg. Alors le manuscrit de Bologne, il est très souvent utilisé, sorti, il n'est pas français, il est italien, mais lui, il sort tout le temps. En fait, les gens sortent toujours les trois mêmes traités. Et on ne sait pas aller... Voilà. Et en fait, pour nous, scientifiques de la conservation, on ne sait pas aller chercher ces sources-là. Et comme en plus, quand on va les chercher, on ne comprend pas forcément ce qu'on lit. Parce qu'on a beau avoir conscience qu'il y a des différences, qu'on ne peut pas le prendre mot à mot, qu'en plus... Alors, je ne sais pas pour les traités, pour les livres de recettes, pour les recettes en tout cas, qui sont présentes soit sous forme de livres, soit sous forme de nicum au sein de manuscrits, on comprend bien que c'est une transcription d'une tradition orale qui omet les gestes les plus courants. Donc évidemment, c'est extrêmement compliqué de réussir à s'en emparer. Je connais moins pour les traités à proprement parler, donc qui sont vraiment des choses écrites non pas comme un memento, mais comme une transmission en fait. Ceux qui sont très forts là-dessus, en fait, c'est les Néerlandais, les équipes de Sven Dupré. Color Context, en fait, c'est une partie du travail de Sven Dupré qui ensuite est parti ailleurs. Et tous ces gens-là sont très forts pour réussir à ressortir ça. En fait, c'est ça, je pense aussi, qui est important, je pense pour vous, c'est des gens qui font qui ont fait de l'expérimentation et qui comprennent, du coup, à partir des traités. Ça fonctionnait vraiment comme voilà, ça, alors pas on ne sait pas toujours, mais oui. Qui, en tout cas, à partir des traités et du coup des recettes et des matériaux qui sont obtenus, pourront dire de quel matériau il s'agit. Et c'est ça qu'il y a d'intéressant. Et vous connaissez le projet non. Knowing and Making and Knowing Project? Non. Alors, ils ont un site internet super. C'est le manuscrit latin 640. Non, français 640. 640 ou 641. En fait, c'est l'équipe de Pamela Smith à... Ah oui, d'accord. Voilà, Pamela Smith. C'est au Columbia. Columbia, avec l'école des chartes. En fait, l'école des chartes a entièrement transcrit et édité le manuscrit.
Et ensuite, l'équipe de Pamela Smith et ses étudiants ont refait toutes les recettes. Oui. Enfin, peut-être pas toutes, mais une grosse partie des recettes. Voilà, c'est assez... Voilà. Bon, ça leur a pris plusieurs années, hein, pour un seul. Oui. Mais en fait, voilà, il existe toute une littérature sur la technique qui est vraiment menée plutôt par les Néerlandais, les Anglo-Saxons. En France, on n'est pas très fort là-dessus. C'est vrai. Pour l'Europe du Nord. Ouais, en Europe du Nord, ils ont vraiment essayé de travailler là-dessus. Et donc, c'est des gens comme ça qui peuvent aider là-dessus. Et puis ensuite, les scientifiques de la conservation pour ce qui concerne les matériaux qu'ils ont l'habitude d'utiliser ou ce genre de choses. Mais encore une fois... C'est vrai. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Bon, merci à vous. Est-ce qu'il reste des questions dans la salle? Oui. Je tiens à vous remercier pour ce séminaire qui c'était très intéressant et qui m'a permis d'acquérir des connaissances et aussi de rassembler des idées. Et si j'ai bien compris, votre base de données comprendra du lexique spécifique, mais aussi de la prosopographie et des extraits des œuvres ou des traités d'art, c'est ça? Oui, il a Ok. tout ça. Oui, il a tout ça. Il y a plusieurs genres, oui. Mais pas sous forme d'extrait. Non, c'est un forme. Les corpus prévoient des textes dans leur intégralité. Oui, Donc ok. voilà, c'est interrogeable. Et puis, en plus, nous Oui. préparerons un dictionnaire Oui. à partir des occurrences, des termes les plus fréquents. Et donc voilà, avec des explications, comment dire, un parcours de la diachronie du terme, etc. Ça de la diversité des genres, ce n'est pas un problème très facile parce que il y a, les livres de recettes sont un genre très particulier et les traités sont un autre genre. Puis il y a les livres, les registres des... Les livres de comptes. Les livres de contes, les lettres des artistes, il y a beaucoup de genres très différents. Et ça, c'est un problème. Maintenant, on a présenté très différents projets. Et comme ça, pour le moment, on a très différents corpus et bases de données. Mais si nous aurons des financement, merci. Alors, on ira penser ce qu'on doit faire pour... Oui, l'idée c'est de faire des choses différentes, mais qui peuvent se croiser à terme, en fait. Oui, c'est Voilà. ça la question. Mais on peut pas partir tous ensemble. Enfin voilà, l'idée c'est qu'on parte peut-être en parallèle et qu'on se même rejoigne. entre italien et français, Oui, voilà. en tout cas, il faut avoir deux bases de données. Puis on va Les croiser, entrelacer, ouais. croiser, non? Mais en même temps, il faut que vous ayez la même structuration. Oui, Oui. C'est oui, ça. pas de faute. C'est pour ça qu'on se parle dès maintenant. Absolument. Voilà. Ah, mais c'est très compliqué. Et pour l'instant, c'est qui vient de démarrer. Peut-être c'était pas clair, mais c'est qu'au début. Oui, Le mot de la peinture, ça vient de commencer. Et donc, vous pourrez présenter les résultats dans 4 ans. Voilà. Et entre-temps, on réfléchit en amont et en aval, on va dire. Voilà. En amont sur les livres des recettes et plus tard sur qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que se concentrer sur la peinture seulement. C'est un projet énorme, magnifique. Oui, c'est énorme, ça fait un peu peur. C'est pour ça qu'on Mais les non, découpe on en va petits peut-être bouts, pas le on faire. Il faut le découper. Voilà. Parce que la plupart du temps, les livres de recettes, ça traite de tout. Par Oui. rapport au traité, qui traite, j'imagine, spécifiquement. Alors, j'ai peinture en lumineux, peinture murale. Disons que nous avons la chance de... Effectivement, c'est tellement passionnant qu'il y a
plusieurs personnes qui ont envie de participer. Donc voilà, nous ne sommes pas que nous trois. Oui, oui. Et, Et là, ce qu'elle dit, en fait, c'est aussi, oui, les traités, c'est des questions différentes en ce qui concerne les corpus. Enfin, ce qui concerne le traitement du texte, en fait, dans ce cas-là, il faut peut-être justement ne pas aller vers des textes intégraux. Il faut aller chercher les thèmes et avoir aussi une approche sélective. Et même pour le dictionnaire, il faudra penser à des fiches différentes, à des modèles de fiches différents, parce que c'est là que j'ai montré, c'est bon, je crois, pour les matériaux, mais pour le lexique critique de l'art, ça fait bien. Il faut avoir un modèle plus traditionnel de fiches, sans doute. Oui, ça fait beaucoup de choses à faire, mais ça va être passionnant. Merci. Eh bien, je vous remercie encore vraiment infiniment d'être venu et d'avoir partagé toutes ces choses avec nous. Merci. Pour la prochaine séance de séminaire, elle aura lieu tout à fait régulièrement le mardi 11 avril. Oui, le mardi de la semaine du 11 avril, de 14h à 16h ici. Et nous entendrons François Pachamiran qui nous présentera les résultats qu'il est en train d'obtenir pour son étude de corpus de manuscrits chrétiens orientaux, bref, les Coptes, les Syriaques, et je crois que c'est déjà pas mal. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.